Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 18 de ce Tour d'Italie 2024. J'enregistre encore cette présentation en avance. Nous sommes donc le 21 mai pour cette présentation. Donc forcément il peut y avoir des évolutions au niveau des coureurs que je vais citer dans mes favoris et au niveau des conditions climatiques également. Parce que la météo peut parfois évoluer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, quelle est votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également soutenir mon travail en activant la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus elle est mise en avant, cette vidéo, par l'algorithme de YouTube. On commence tout de suite avec cette journée du côté du Tour d'Italie, étape de transition. Voilà, étape de transition, assez typique désormais sur le Tour d'Italie, même sur certains grands tours de cette dernière semaine souvent très montagneuse, eh bien on décide de donner un petit cadeau sprinter. On l'aura cette année également sur le Tour de France. Je ne sais plus si on l'aura sur la Volta, mais je pense qu'il y aura une étape un petit peu comme ça également sur la Volta. Une étape plutôt destinée aux sprinters, mais qui ne se finit pas toujours au sprint, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que nous sommes en troisième semaine de course. Et troisième semaine de course, on commence à manquer un petit peu de main-d'œuvre. Il y a eu pas mal d'étapes de montagne. Certains coureurs vont se retrouver hors délai. Certains coureurs seront fatigués ou seront tombés et ne seront plus utilisables par les équipes de sprinters. Et puis on arrive en troisième semaine, c'est-à-dire que l'énergie restante pour les coureurs est plus faible qu'en tout début de Tour d'Italie. Ce qui fait qu'on peut se retrouver à avoir peu de coureurs qui peuvent travailler dans certaines équipes pour aller au charbon, pour aller chercher des coureurs baroudeurs. Ce qui veut dire que les baroudeurs le savent. Ce qui veut dire également qu'on a souvent plus d'attaquants en troisième semaine qu'en début de Tour d'Italie également. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Et puis, il y a une hiérarchie qui s'est formée du côté des sprinters. Cette année, Milan semble au-dessus, avec derrière Caden Groves et Tim Merlier. Il y a des adversaires qui ne voudront pas travailler. Il y a des équipes qui vont se dire, jusqu'à maintenant on a été battus. Si on continue de collaborer avec ces mecs-là, on sera encore battus. Notre objectif, ça va être de garder du monde pour les 10 derniers kilomètres, pour tenter de battre Milan et Caden Groves et Tim Merlier, en se disant eux, comme ils vont utiliser beaucoup d'équipiers pour contrôler la course, peut-être qu'il n'y aura plus personne. Sauf que dans le même temps, Milan il va se dire, moi j'ai déjà 3 victoires, je ne suis pas obligé de rouler. Maintenant, je ne suis pas obligé de contrôler la course, je suis à 3 victoires, je suis en tête du maillot cyclamen. Il y a encore l'étape de Rome qui est plus prestigieuse dimanche. Donc allez, cette étape-là, je peux la laisser aux baroudeurs. Et on va avoir un jeu un petit peu du chat et de la souris dans le peloton entre différentes équipes. Dans les voitures de directeurs sportifs, ça va être aussi des grandes discussions, je pense. Donc c'est toujours des étapes très intéressantes. Cette année, par exemple, l'année dernière sur le Tour de France, l'étape 18, elle est allée au bout. L'échappée, c'était la fameuse échappée Asgreen, Campenart. Ils étaient 4 dans cette échappée-là. Sur le Tour d'Italie, l'échappée était également allée au bout. Je crois me rappeler sur l'étape 18, parce que je crois que c'était également le même principe. Donc c'est souvent un chiffre qui porte bonheur aux baroudeurs. Dénivelé positif, 800 mètres, donc c'est la 17e étape avec le plus de dénivelé positif. Donc vous voyez, c'est l'une des étapes les plus faciles, les plus simples, avec le moins de dénivelé positif. Donc normalement quand même petit avantage au sprint, mais il faudra faire attention. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette étape numéro 18, parcours assez plat sur cette journée avec 800 mètres de dénivelé positif. Allez pas s'attendre non plus à des miracles. 178 km entre Fiera di Primiero vers Padova en italien, avec une seule côte de 4e catégorie au programme. Ça sera la côte de Lamont. 3 km 4 à 5,6 de moyenne. On a le profil ici de cette côte. Vous voyez, voilà, il y a 8,3% pendant 700 mètres.
Et puis ensuite, ça redescend. Il y aura le sprint intermédiaire qui sera à Valdo Biadene au kilomètre 168, pardon. C'est-à-dire à 110 km de l'arrivée. Villorba sera le lieu du sprint Inter-Giro au kilomètre 105. Et à Martelago, on aura le sprint bonification. Donc je rappelle, sprint bonification, sprint intermédiaire. Vous avez des points pour le classement des sprints intermédiaires. L'Inter-Giro a son classement propre. Et à l'Inter-Giro, vous avez à la fois des secondes de bonification, des points pour le maillot cyclamen. Au sprint intermédiaire, que des points pour le maillot cyclamen. Au sprint bonification, que des secondes de bonification pour les classements, on va dire, principaux. Et puis on arrive donc à Padova. Vous voyez que sur les 100 derniers kilomètres, c'est complètement plat. Voilà, c'est complètement plat, donc il n'y aura pas une difficulté au programme. On regarde tout de suite le Garibaldi. Alors, jusqu'à 1 km de l'arrivée, les kilomètres d'avant, je ne vous les ai pas indiqués parce que c'est tout droit. Voilà, il n'y aura pas une courbe, ça sera la grosse bagarre. Parce qu'ensuite, on aura ce virage à 90 qui arrive à, je dirais, 900 mètres, 850 mètres de l'arrivée. Vous savez, ce dernier virage qui est à 450 mètres, également à angle droit. Et après, c'est une belle ligne droite. Donc, il y a deux virages importants dans ce dernier kilomètre qu'il ne faudra pas rater. Donc, ça va être la guerre avant ce virage-là. Vraiment, avant cette zone-là, hop là, ça va être la guerre pour le placement. Et ce deuxième virage devrait plutôt bien se passer, à part s'il y a quelqu'un qui arrive un petit peu Mach 12 dans cette courbe. On regarde tout de suite la météo. Eh bien, pas de vent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autour de Venise sur cette étape pour le final. Bon, par contre, le temps il sera encore catastrophique. De la pluie, de l'orage, 90% de chances de pluie sur tout le parcours, encore une fois du côté de la chaîne météo. Donc autant vous dire que ça va être une pluie intense. Et puis, des températures qui seront un peu plus chaudes, mais ça reste pas caniculaire non plus. On n'a pas eu même d'étape avec vraiment des fortes températures sur ce Tour d'Italie jusqu'à maintenant. Parce que je crois que le maximum c'était 25 ou 26 degrés avec un ressenti de 30, donc ce qui reste, on va dire maintenant raisonnable avec les conditions climatiques modernes. Et du côté donc du temps, on sera entre 17 et 21 degrés, mais avec la pluie forcément ça rendra les conditions climatiques plus froides et surtout ça fait 3 jours de pluie. Donc techniquement, si la météo est bonne, parce que j'enregistre encore une fois le 21 mai, il est quasiment midi, donc il peut y avoir des évolutions au niveau des temps d'ici là, et ça veut dire qu'on aura des conditions climatiques qui seront encore extrêmement fraîches pour la fin de ce Tour d'Italie. On passe tout de suite à la rubrique Histoire. L'histoire du Giro sur cette journée, eh bien on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, pour tout vous dire. Parce qu'à Padova, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées du Tour d'Italie. La dernière arrivée remonte à l'année 2000, avec l'étape numéro 10, qui avait été remportée cette année-là par Ivan Caranta, qui avait remporté une deuxième victoire d'étape lors de ce Giro 2000, lors de cette étape numéro 10. Ivan Caranta, qui était un sprinter italien, qui à l'époque était dans l'équipe Mobile Veta Design, qui avait battu Svorada de la Lampre, et surtout Cipollini, qui n'avait pris que la 3e place, alors que son équipe avait fait beaucoup de travail. Et à ce moment-là, c'était Dimitri Konichev, qui était maillot cyclamen. Mais il y avait un gros match avec Cipollini, Caranta, Tossato, et avec un début de journée qui était très vallonné, et un peu le même principe. La fin d'étape était plate. Par contre, le kilométrage était bien différent. À l'époque, on savait faire des longues étapes sur le Giro, 257 km de course, ce qui fait que l'étape avait duré 6h48 précisément. Autant vous dire que maintenant, on dit aussi que les Giro, les grands tours vont plus vite, mais il n'y a plus d'étapes de 250 bornes. Ça, c'était la plus longue étape du Giro, mais il y en avait plusieurs qui faisaient plus de 220 km. Maintenant, c'est plus le cas, donc forcément, ça va plus vite parce qu'il y a moins de kilomètres aussi. Faut le prendre en compte. Et Ivan Caranta, coureur qui est passé par la Seiko seulement une année, par Mobile Veta, Domina Vacanze également, dans les équipes auxquelles il est passé, et puis fin de carrière chez Amore Vita pour lui. Donc voilà, un sprinter qui a remporté 6 étapes sur le Giro entre 1999 et 2001.
5 étapes du Tour de Longaví également, 2 étapes du Tour du Qatar, parmi les grandes victoires de sprinter, on va dire, pour ce coureur italien. 23 victoires en carrière, voilà, pour Ivan Quaranta, donc qui n'a pas réussi à atteindre les 40 victoires. Autre étape donc du côté de Padova. Sinon, on a des étapes du Tour d'Italie féminin. La dernière étape, c'était donc en 2022 avec une victoire de Chiara Consoni lors de l'étape numéro 9. Mais voilà, peu d'arrivées en fait du Tour d'Italie dans cette ville. Mais beaucoup de passages par contre hein, sur le Tour d'Italie. On me marque 15 fois le Tour d'Italie est passé dans cette commune de Padova, donc de Padoue. Par contre, la ville de départ, et Fiera di Primiero, eh bien, a connu un passage du Tour d'Italie en 2003. C'était l'étape numéro 14, remportée par le coureur italien Gilberto Simoni, qui avait réussi à partir dans le final de cette étape, qui est arrivé à l'Alpe Pampeago pour une étape de 162 km. Il avait réussi à s'imposer en partant en échappée. À un moment, il était accompagné de Popovic, qui n'avait pas réussi à tenir la cadence. Lui qui était maillot rose s'était imposé devant Garzelli, Raimondas Rumsas, coureur qui a été pris de nombreuses fois pour le dopage, lui. Son fils aussi avait été pris pour dopage. C'était une histoire un petit peu de famille. Pérez Cuapio, le Mexicain, qui avait pris la 4e place, donc devant Popovic, qui était à l'époque à la Lambu Credit, qui était sur son premier grand tour à ce moment-là, Jaroslav Popovic, et qui à l'époque était considéré comme un vrai coureur très intéressant, voilà, qui arriverait peut-être à faire une grande carrière. Et puis, il n'a jamais fait mieux en fait que 3e de ce Giro. Ensuite, ça a été un petit peu une déception, Popovic, dans la suite de sa carrière. Voilà, c'était son 2e Giro, parce qu'il avait fait un premier Giro en 2002 où il avait fini déjà 12e. Ensuite, ça sera un petit peu une déception. Voilà, Jaroslav Popovic, qui a eu une grande carrière et qui est maintenant chez Lidl Trek, en tant qu'assistant directeur sportif. Jaroslav Popovic et donc Simoni et avait à ce moment-là une 19 d'avance sur Garzelli. Noé était à 3 minutes 39 et je crois me rappeler qu'à la fin, c'est lui qui remporte ce Giro. Si je suis pas mauvais, voilà, avec 7,06 sur Garzelli. Là, il y a eu des écarts aussi. Popovic était à 7,11 et Andrea Noé à 9,24 et Georg Touching, l'Autrichien, était 5e à 9 minutes 42. À l'époque, il était à Gerolsteiner. Premier français, c'était Sandy Cazard qui avait fini 13e de ce Tour d'Italie. On regarde tout de suite le cycliste du jour. On va parler d'un coureur italien assez méconnu, je pense, pour les plus jeunes. Mario Ricci, coureur qui a fait du cyclisme entre 1939 et 1950. Ce coureur italien, alors il n'a pas été gâté par la nature, on va dire, Mario Ricci. Il n'a pas été gâté par ses parents surtout, parce qu'il est né 13 août 1914, donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Il a connu donc sa première année chez les professionnels en 1939, donc les débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il est mort en 2005, mais c'est vrai qu'il a eu une carrière qui a été émaillée par la guerre, forcément. Alors même si en Italie, contrairement à d'autres pays, je pense à la France par exemple, l'Italie a eu des courses cyclistes pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que je rappelle que l'Italie était dirigée par Mussolini, que Mussolini avait été allié d'Adolf Founet, d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, à la fin, il a un petit peu retourné sa veste. Hein. Il a dit « Oui, non, je l'ai pas fait. Non, mais il m'avait pas dit ça. » Bon, il était au départ allié. Hein. Et à la fin, bon, ça a un petit peu changé. Et surtout au moment où il y a eu le débarquement des Américains du côté de l'Italie, en Sicile, aidé par la mafia. Il faut le rappeler. C'est pour ça que... je sais plus si c'est pas indiqué dans le film Le Parrain. J'ai jamais vu Le Parrain, mais je crois que c'est un peu indiqué dans le Parrain. C'est indiqué dans Mafia 2, par exemple, le jeu vidéo, pour ceux qui l'ont fait. Cette situation. Et donc c'est un coureur qui a remporté 2 Tours de Lombardie en 41 et 45, parce que le Tour de Lombardie avait toujours lieu,
4 étapes du Tour d'Italie entre 46 et 49, parce que le Tour d'Italie, lui, n'avait pas eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. 2 Coppa Bernocchi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deuxième de Milan-San Remo en 1941. Et puis 16 victoires chez les professionnels. Voilà, pas mal de bons résultats pour ce coureur italien qui a arrêté sa carrière en 1950. Alors il fera encore Milan-San Remo en 1951. Mais en 1950, voilà, il arrête sa carrière en ayant fait encore 3e des 3 vallées varésines, en ayant remporté une étape du Tour de Catalogne. Autant vous dire que c'était quand même un bon petit palmarès pour ce coureur. À l'époque, Milan-San Remo qui ne faisait que 282 km, parce que c'était plus court que maintenant. Du côté et les 3 vallées varésines, c'était 291 km. Et, les semi-classiques italiennes, c'était long, très très long. Par exemple, là, je vois une étape du Tour de France qui faisait 340 km entre Nancy et Paris. Ça, c'est des distances qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. C'est des distances d'un ancien temps. Ça serait peut-être marrant même de voir une étape du Tour de France qui fasse 300 km un jour, une année. Ça pourrait être drôle, enfin drôle à voir, pas pour les coureurs, mais ça pourrait peut-être avoir un impact sur la course, sur la suite de la course. On regarde tout de suite la stratégie. Eh bien, c'est la fameuse bagarre sprinter contre les échappés. Qui va gagner? Qui aura encore du monde pour travailler? Qui voudra collaborer avec la Lidl Trek de Jonathan Milan qui semble au-dessus du lot? Ce qui va peut-être nous donner ces fameuses discussions entre directeurs sportifs. Oui, mais tu vois, si là tu m'aides, et Juan Pedro Lopez, peut-être qu'il ne jouera pas la victoire demain dans l'étape si vous êtes tous les deux dans l'échappée. Ou peut-être qu'on t'aidera en cas de difficulté en montagne. Il peut y avoir des petits accords comme ça, même si c'est de plus en plus compliqué dans le cyclisme moderne de réussir à avoir des accords entre équipes de leaders. Du côté de mes favoris, j'ai mis Jonathan Milan, parce qu'en cas de sprint, on sait que pour le moment, il est au-dessus du lot avec une équipe qui est bien organisée. Merlier, pourquoi pas, qui arriverait à profiter du fait que la Lidl Trek n'ait plus assez de monde pour gérer dans le final. Du côté des échappés, je tente, alors là, des énormes cotes. Patrick Gamper, l'Autrichien, du côté de la Borans-Grohe. Et puis, en grosse cote, Alexander Kamp, du côté de la Tudor. Mais là, vous voyez, dans ces 2 coureurs-là, ce sont 2 grosses cotes. Du côté du programme télé, Eurosport 1, les rois de la pédale à partir de 12h50. Un départ fictif à partir de 13h05. Le passage par la ville de Carpen à 124 km de l'arrivée entre 14h22 et 14h30. Villorba, l'Inter Giro à 71 km de l'arrivée entre 15h31 et 15h46. Martelago, le sprint bonification qui sera à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, je crois de tête, entre 16h03 et 16h20, et l'arrivée qui sera prévue entre 17h02 et 17h24. Et nous, on se retrouvera juste après pour faire le petit débrief sur Short et sur TikTok. Et puis, bien entendu, le soir 21h pour faire le débrief plus en détail de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Demain 7h, présentation de l'étape numéro 19. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.